il est évident que le prix Nobel, pour toutes sortes de raisons, jouit d'un prestige exagéré d'ailleurs, mais il se fait que dans le grand public, c'est la consécration suprême. Et donc, pour tout scientifique, gagner le prix Nobel, c'est évidemment c'est rare, puisqu'on n'en donne que quelques-uns tous les ans. Il n'y en a pas une centaine en vie aujourd'hui, peut-être 200 au maximum. Et donc, ça, il est certain que ça fait plaisir. Hein. Je mentirais si je disais le contraire. Ça faisait plaisir et ça m'a en même temps causé des bonnes choses et des mauvaises choses. Les bonnes choses, c'est que ça m'a aidé à trouver les moyens pour l'Institut, pour ce qu'on appelait à l'époque l'ICP, et donc là, ça a été extrêmement utile. Ça m'a donné un petit peu d'autorité, mais je n'en ai pas utilisé parce que je ne l'ai pas utilisé parce que je n'ai jamais été un personnage très politiquement actif ou socialement actif. Donc ça m'a donné une certaine réputation, un certain prestige, mais c'était pas ça l'essentiel. Mais ça m'a aussi donné quand même des problèmes. Parce que, vous savez, le prix Nobel, le prestige du prix Nobel est exagéré. Quand vous regardez les prix qui ont été donnés au cours des 30 dernières années, ou même avant, vous trouverez toujours, à côté des lauréats, des non-lauréats qui l'auraient mérité en même temps. Et ça crée quand même beaucoup de jalousie, beaucoup de regrets de la part des oubliés. Il faut dire que M. Nobel, dans son testament, a dit on ne peut pas partager, c'est la règle de 3, on ne peut pas partager le prix entre plus de 3 lauréats. Alors souvent, il y en a un 4e ou un 5e. Alors, c'est pas Dieu qui donne les prix Nobel, hein, c'est des groupes de Suédois. Hein. Ils essayent de faire les choses correctement, mais ils se trompent parfois. Je connais, pour citer, des erreurs flagrantes et désastreuses même, qui ont provoqué beaucoup de tristesse. Mais c'est eux qui finalement décident, et parfois, ils font des erreurs. Parfois, c'est correct, mais de toute façon, le numéro 4 qui a été oublié, le numéro 5 qui ont été oubliés, il est malheureux. Hein. Alors ça veut dire que ça crée entre scientifiques une discrimination qui est un peu, à mon avis, regrettable. Mais le bilan au total, je crois, est positif parce que le prix Nobel a quand même cet avantage. C'est à peu près la seule manifestation scientifique qui donne vraiment du prestige à la science dans le grand public. Le grand public, il sait, peut pas ça. Vous avez le prix Francky, mais l'homme de la rue ne sait pas ce que c'est que le prix Francky, hein, ou tous les autres. Donc le prix Nobel, il est unique dans son genre, et ça peut être utile pour donner un certain prestige à la science fondamentale. J'ai passé toute ma vie à défendre la recherche qu'on appelle fondamentale. Donc c'est la recherche qui vise uniquement à comprendre, donc c'est ce qu'on appelle en anglais curiosity driven, poussé par la curiosité, et donc qui essaye simplement de comprendre, sans motif de rentabilité, d'utilité même. Je ne fais pas des recherches pour guérir telle maladie ou pour gagner des royalties. Je fais de la recherche pour comprendre. Quelque chose stimule ma curiosité et j'essaye de comprendre. Parce que ça, je me trouve devant l'inconnu et ça, c'est la vraie motivation du chercheur, c'est
comprendre. Il se fait que, très souvent, quand on a compris quelque chose, il en sort des applications bénéfiques imprévues ou rentables imprévues. Et ça, c'est un petit peu la retombée, si vous voulez, de la recherche fondamentale qui est souvent utilisée pour défendre la recherche fondamentale. On dit oui, mais on explore l'inconnu. On ne peut pas dire d'avance ce qu'on va trouver, encore moins à quoi ça va servir ou ce que ça va rapporter. Mais en explorant l'inconnu, on tombe souvent sur des découvertes qui se transforment en applications bénéfiques. Ça, c'est comme ça qu'on vend la recherche fondamentale aux politiciens, aux hommes d'affaires, aux banquiers, etc. Mais moi, j'utilise cet argument, bien entendu, mais je dis, c'est pas le vrai but de la recherche fondamentale, c'est pas de servir de terreau pour des applications utiles, mais c'est comprendre. Et comprendre le monde, c'est une démarche fondamentale de l'esprit humain. La culture humaine est fondée en partie sur la recherche fondamentale, sur le désir de comprendre. Quand Einstein a découvert la relativité, il essayait de comprendre et pas de trouver des machines. Donc, c'est le désir de comprendre. Je crois que ça fait partie de la culture, tout comme les arts, la philosophie, les autres, comment dirais-je, les autres formes de la culture humaine. Mais ce qu'on oublie, et ça, pour moi, c'est le point sur lequel j'insiste le plus, c'est pour dire, écoutez, la recherche, la science, c'est un des piliers de la culture humaine, et les sociétés, les pays se doivent de la soutenir uniquement pour cette raison. Comme on soutient le théâtre, ou comme on soutient la littérature, la musique, que sais-je, on doit soutenir la science. Je l'ai vécu, j'étais témoin et un peu acteur, ce qui, je retiendrai toujours pour moi, le XXe siècle et la deuxième moitié surtout du XXe siècle, c'est dans l'histoire de l'humanité l'époque où on a appris à comprendre la vie. Avant 1950 ou 1945, on n'avait aucune idée des phénomènes fondamentaux de la vie. Qu'est-ce qui est commun entre un insecte, un homme, un brin d'herbe, une bactérie, parce que tout ça c'est vivant, et tout ça c'est des êtres qui sont construits de la même manière, qui utilisent le même genre de substances, les mêmes réactions chimiques, les mêmes codes, etc. L'ADN, il est dans tout, c'est le même dans tous les êtres vivants. Il se reproduit de la même manière dans tous les êtres vivants. Ça, c'est une des choses qu'on a appris. Mais d'une manière générale, de mon vivant, en 30 ans, alors que les connaissances étaient pratiquement zéro, aujourd'hui, et il y a déjà 10 ans, on pouvait dire on comprend. Bon, il reste des détails à remplir, bien sûr. Sans ça, on pourrait fermer les laboratoires. Il reste des tas de choses. Il y aura peut-être un jour des surprises. On en a eu il n'y a pas si longtemps. Le début du XXe siècle, c'était la révolution de la physique, l'atome, l'énergie atomique, que sais-je. Tout ça, c'est ça. Mais, deuxième moitié du XXe siècle, c'est la vie. C'est le siècle de la vie. 1953, il y a le petit article, je me souviens de l'avoir lu en disant ça, on vient de faire l'histoire, Watson et Crick, dans une revue anglaise qui s'appelle Nature, une demi-page qui décrit la double hélice. Et ça, après ça, il y a eu, je pourrais dire, combien de découvertes
fondamentale. Alors moi, je suis presque seul en mon genre, parce que je suis le seul vivant aujourd'hui, ou presque, qui a assisté à toutes ces découvertes, a participé à un tout petit morceau, mais vraiment pas grand-chose, et qui a connu. Moi, j'ai connu Crick, je connais Watson, je connais Hagen, je les connais tous. Et tous étaient des amis. Donc, c'est, je crois, extraordinaire d'avoir vécu cette immense révolution dans l'histoire des connaissances humaines.